Der Bundesrat ist überzeugt, dass die Übernahme der CS durch die UBS die Grundlage für mehr Stabilität schafft, sowohl in der Schweiz wie auch international. On se trouve entraîné comme sur des rails. Il faut absolument trouver une solution dans les plus brefs délais. Rétrospectivement, je me souviens d'une collaboration entre un nombre incroyable de personnes de toutes les instances. J'ai toujours gardé mon calme. À la fin, on a trouvé une solution, Dieu merci, qui nous a permis d'éviter les préjudices. Une banque qui récemment encore valait plus de 30 milliards a été bradée pour 3 milliards. Bradée, c'est vraiment le mot qui s'impose. Quand une banque comme le Crédit Suisse perd son indépendance, son autonomie, et que vous avez passé votre vie à vous engager pour préserver ça, vous et toute votre équipe de collaborateurs, ça constitue évidemment une défaite terrible. Wer ist verantwortlich für dieses Desaster? Schauen Sie, wir sind einfach eingeholt worden von Altlasten, wir sind eingeholt worden von Risiken, die sich materialisieren. C'est le Crédit Suisse qui est responsable de sa chute. C'est l'attitude des responsables qui ont causé la perte de confiance et ont quasiment mené le Crédit Suisse à sa faillite. Herr Ronne, wieso zahlen Sie die 52 Millionen nicht zurück? Il y a 100 ans, les dirigeants d'une banque en faillite allaient en prison. De nos jours, on retrouve les dirigeants d'une banque en faillite dans une station balnéaire des Caraïbes. Autrefois, en Suisse, il y avait 5 grandes banques. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Tout le monde sait bien que c'est le Crédit Suisse lui-même qui a provoqué pendant des années la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Ce n'est pas le fruit d'une seule décision. Ça démontre que lorsqu'une banque sombre, l'État doit intervenir non pas pour sauver la banque, il ne s'agissait pas de sauver le Crédit Suisse, mais d'éviter que la Suisse subisse des préjudices. C'est l'UBS qui a racheté le Crédit Suisse. Quant à l'État, il a garanti des liquidités. Basierend auf der Notverordnung des Bundesrats können Credit Suisse und UBS ein Liquiditätshilfedarlehen in der Höhe von insgesamt bis zu 100 Milliarden Franken beziehen. La Confédération et la Banque nationale ont accordé des aides sous forme de liquidités et de garanties pour un montant total de 259 milliards de francs. Bien sûr, j'ai été choqué par cette information en regardant la conférence de presse. Ça fait mal. Joseph Ackermann a occupé pendant 20 ans des fonctions de direction au Crédit Suisse, avant de faire carrière à la Deutsche Bank et de se faire un nom dans le monde entier. Pendant la crise de l'euro, il a été un proche conseiller de la chancelière allemande Angela Merkel. Ce n'est pas uniquement le fait que le Crédit Suisse allait disparaître. C'est aussi une grande perte pour la place financière suisse. Aux yeux du monde, avoir 2 grandes banques, c'est évidemment un signal très fort. Arthur Albrecht a été un client fidèle du Crédit Suisse pendant 30 ans. Petit actionnaire, il possède également des hypothèques d'une valeur de plusieurs millions de francs. Un choc. Un choc, tout simplement. Je me souviens que j'avais rendez-vous avec un copain pour boire un verre et je lui ai dit « Tu peux me féliciter, je viens de perdre 20 000 francs. » C'était pas vrai, mais lors du premier choc, c'était tout comme. Arthur Albrecht suit de près la destinée des entreprises dans lesquelles il détient des actions. Il ne manque jamais une assemblée générale. Darf ich Herrn Albrecht bitten aus Dielsdorf? Ich habe mit großer Wut zur Kenntnis nehmen müssen, dass man die CS an die UBS verscherbelt hat. J'étais tout à fait conscient que quelque chose de grave se tramait. À vrai dire, je pensais qu'ils feraient quelque chose de similaire à ce qui s'était passé lors du sauvetage de l'UBS. J'aurais jamais imaginé qu'ils allaient lâcher le morceau.
Et encore moins qu'on dise aux actionnaires « on va brader vos actions, un point c'est tout ». C'était une banque qui avait du panache. Andreas Gerber a travaillé pendant 34 ans au Crédit Suisse. Dans sa dernière fonction, à partir de 2020, il dirigeait les affaires de la clientèle commerciale en Suisse. Sur le plan émotionnel, ça a été vraiment les montagnes russes. D'un côté, on a éprouvé du soulagement d'avoir une solution, et une solution suisse, ce qui n'allait vraiment pas de soi. Et d'un autre côté, de la tristesse. Parce que pour nous, c'était un pan important de notre vie qui allait disparaître. À l'époque, j'avais un bureau à Lütlihof. Tous les collaborateurs étaient dans le couloir. C'était comme un enterrement. Certains pleuraient, étaient désespérés, d'autres avaient peur. Les collaboratrices et les collaborateurs étaient très fiers de travailler au Crédit Suisse. Et tout le monde était convaincu d'avoir fait et de faire encore du bon travail. Et puis la réalité vous rattrape et vous fait comprendre que vous ne réussirez pas à franchir la ligne d'arrivée. Mais malgré tout, vous êtes content que les choses continuent. Pour l'ensemble du personnel et pour les clients, ça a été essentiel de savoir que ça allait continuer sous une forme ou sous une autre. 2 ans plus tard, le sigle de la Banque Victorieuse orne désormais l'ancien siège du Crédit Suisse à la Paradeplatz, à Zurich. L'UBS a avalé le Crédit Suisse. On fait appel à Sergio Ermotti pour devenir le nouveau PDG. Ça a représenté un grand honneur pour moi, mais aussi une responsabilité envers la banque et mes collègues, mais aussi envers, si je puis dire, la place financière suisse et notre pays. Actuellement, la nouvelle grande banque emploie près de 109 000 collaborateurs dans le monde entier. D'après les estimations, il serait 10 000 de moins qu'au moment de l'acquisition du Crédit Suisse en 2023. L'UBS gère des actifs d'une valeur de plus de 6 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes le plus grand gestionnaire de fortune au monde. La Suisse dispose donc d'une banque universelle très forte. En février 2025, l'UBS a annoncé un bénéfice de plus de 5 milliards de dollars. De plus, elle compte racheter des actions pouvant atteindre 3 milliards de dollars. Wir müssen noch attraktiver werden für unsere Aktionäre, sodass wir auch in einem Moment von Stress auch in der Lage sind, wettbewerbsfähig zu sein mit unseren Aktionären. Plus attractif pour les actionnaires, c'est-à-dire qu'avec moins d'actions, la valeur de chacune d'elles augmente. L'ennui, c'est qu'avoir moins d'actions signifie disposer de moins de fonds propres, ce qui est très controversé, car en principe, plus une banque a de fonds propres, plus elle est sûre. Combien de fonds propres l'UBS doit-elle détenir à l'avenir ? Après le naufrage du Crédit Suisse, cette question fait débat. Mehr Kapitalanforderungen würden nicht nur uns und unsere Aktionäre schäden, sondern würden auch die Haushalten und die Unternehmen kosten. Mehr Regulierung bedeutet mehr Kosten für die Konsumenten. Évidemment, les banques qui comptent sur le plan systémique trouvent bénéfique d'avoir moins de fonds propres, mais il ne faut pas oublier les contribuables. Pendant plusieurs années, Urs Birchler a représenté la Banque nationale suisse au sein du comité de Bâle sur le contrôle bancaire. La question à laquelle il convient de répondre est la suivante. Qui doit assumer le risque ? Est-ce la banque ou est-ce le contribuable ? À mon avis, c'est au propriétaire d'assumer le risque, c'est-à-dire la banque. Mais en cas de crise, il faut s'assurer que les charges pèseront le moins possible sur les contribuables. On est encore assez loin de la promesse faite aux contribuables qu'il ne devra plus jamais mettre la main au porte-monnaie ni se porter garant. On en est malheureusement assez loin. Pour évaluer les risques à l'avenir, il faut comprendre ce qui s'est passé. Les fonds propres ont joué un rôle crucial dans la chute du Crédit Suisse. La conseillère aux États fribourgeoises Isabelle Chassot a présidé la CEP, la commission d'enquête parlementaire sur la débâcle du Crédit Suisse. Au cours de 45 séances tenues pendant 1 an et demi, 14 parlementaires de tous les partis ont mené 79 auditions avec des membres des autorités, des représentants des banques et des experts.
Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Ce sont l'attitude des banquiers, ce sont les bonis qu'ils ont versés et les pertes qu'ils ont enregistrées en même temps. Entre 2012 et 2022, 3 chiffres pour le dire, 31, et quelque chose milliards de bonis distribués, 33 et quelque chose milliards de pertes pendant cette même période et 11 milliards d'amendes. Ces chiffres montrent le management totalement insuffisant de cette banque. Fin décembre 2024, la CEP a rendu public un rapport de 569 pages. Nous avons souhaité vous présenter notre rapport de manière commune. L'un des principaux résultats révélés par la CEP est que le Crédit Suisse n'avait pas suffisamment de fonds propres depuis longtemps. De très nombreuses personnes ont dit que le Crédit Suisse ne s'était pas effondré à cause d'un manque de fonds propres. En y regardant de près, il apparaît que le Crédit Suisse était bel et bien sous-capitalisé. Il n'avait pas suffisamment de fonds propres. Fin 2022, il n'y avait plus que la moitié des fonds nécessaires. Urs Birchler est l'un des experts auxquels la commission d'enquête parlementaire a fait appel. Die FINMA gewährte der Credit Suisse im Jahre 2017 einen sogenannten regulatorischen Filter. Le filtre réglementaire a permis au Crédit Suisse de compenser des participations étrangères surévaluées avec des participations nationales sous-évaluées. Ce qui lui a longtemps permis de présenter les fonds propres de son siège sans faire apparaître les pertes sur les participations étrangères. Le filtre réglementaire masquait la situation réelle de CSSA. Si la proportion de fonds propres de CSSA avait été publiée sans ce filtre, les marchés des capitaux, les analystes ou les médias auraient disposé d'une information plus transparente pour prendre leurs décisions. Grâce au filtre réglementaire, le Crédit Suisse a toujours été en mesure de se présenter comme solvable vis-à-vis de l'extérieur. Si le Crédit Suisse n'avait pas obtenu le filtre réglementaire, il aurait dû avoir beaucoup plus de fonds propres à partir de 2019 environ. La banque aurait dû lever des capitaux sur le marché d'un montant de 10 à 15 milliards. On peut se demander si elle aurait été encore en mesure de le faire ou si ça aurait déjà éveillé des soupçons à son égard. C'est Mark Bronson, le directeur de la FINMA de l'époque, qui a permis au Crédit Suisse d'utiliser le filtre réglementaire. La direction et le conseil d'administration actuel de la FINMA ne s'expriment pas à ce sujet. Pour le Crédit Suisse, cela a eu comme effet qu'elle n'a pas eu besoin de revoir de fond en comble sa stratégie. Elle a pu obtenir encore un filtre réglementaire qui a causé des problèmes par la suite. Il y a un manque de fonds propres, mais personne ne le sait. 6 mois avant sa fin, le Crédit Suisse est rattrapé par une perte de confiance à son égard. Le 1er octobre 2022, un journaliste australien tweet « Une source crédible me dit qu'une grande banque d'investissement internationale est au bord du gouffre. » Avec pour conséquence que les clients retirent leur argent du Crédit Suisse pour un montant atteignant plusieurs milliards. Gerüchte über einen möglichen Totalausfall machten die Runde. Pour moi, personnellement, comme pour de nombreux collègues impliqués, ce mois d'octobre 2022 a été très important. Parce qu'un bilan bancaire de 600 milliards, avec 90 milliards de prélèvements, c'est unique dans l'histoire. Et on l'a tous encore en travers de la gorge aujourd'hui. Marlène Amstadt préside la FINMA, l'autorité de surveillance des marchés financiers, depuis janvier 2021, 2 ans avant l'effondrement du Crédit Suisse. En fait, le Crédit Suisse est le premier grand exemple d'une nouvelle ère. De nos jours, l'argent transite par voie électronique. Plus personne n'a besoin de mettre ses chaussures pour se rendre à la banque avant de repartir avec de l'argent liquide. Ça se fait en un clin d'œil. On dit qu'il peut s'écouler 1 million par seconde. En cas de perte de confiance, plus aucune banque n'est en mesure de conserver ses liquidités.
À cette période, on a vraiment pris la mesure de l'importance de la réputation pour une banque, et plus particulièrement des effets d'une réputation dégradée. Ce qu'on oublie quand on parle de ces montants élevés, c'est qu'au final, c'est le ressenti du client qui fait foi quand il se demande « Mon argent est-il en sécurité ?» Quand vous constatez qu'il y a des milliards qui sortent, votre niveau de stress monte d'un cran quand vous remarquez que la confiance n'est plus là et que le client retire ses liquidités parce qu'il ne fait plus confiance à la banque. Axel Lehmann, le président du conseil d'administration, et le PDG Ulrich Körner, tous deux en poste depuis peu, ne réagissent pas. Ils renvoient à la nouvelle stratégie, dont la communication est prévue quelques semaines plus tard. On a laissé planer l'incertitude très longtemps. À l'époque, j'ai dit au Crédit Suisse qu'il fallait communiquer sans tarder. Bien sûr, on a toujours des réserves sur le plan juridique. Mais quand on joue sa survie, il faut les mettre de côté. Dans ces cas, il faut simplement se dire « j'y vais ». Le chef doit prendre les rênes et rétablir la confiance. Ce que le public ignorait à l'automne 2022, le rapport de la commission d'enquête parlementaire le révèle aujourd'hui. En secret, la Banque nationale, la FINMA et le département des finances se préparaient déjà à une éventuelle fin du Crédit Suisse. 6 mois avant l'effondrement. Un élément m'a surprise. Le comité chargé des crises financières, on les a mis en mode crise à partir d'octobre 2022 et on n'a pas pu, pendant cette période, réussir à stabiliser la situation ou à trouver une solution. Il a fallu attendre les 5 jours dramatiques du mois de mars. La situation est grave au point que l'autorité de surveillance des marchés financiers prépare un assainissement de la banque. La FINMA destitue la direction de la banque et en nomme elle-même une nouvelle. Ce dispositif d'assainissement aurait notamment permis que le Crédit Suisse reste une banque internationale. Un tel assainissement n'est pas un simple contrôle dentaire, c'est l'équivalent d'une opération du cœur. Jusqu'à présent, une telle procédure n'avait encore jamais été menée dans le cadre d'une banque d'importance systémique mondiale. C'est pourquoi, après la panique bancaire la plus importante de l'histoire en octobre 2022, nous, la FINMA, avons organisé un exercice avec nos autorités partenaires, c'est-à-dire surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne, et bien sûr aussi nos partenaires ici en Suisse. Lors de cet exercice d'assainissement, on a utilisé les chiffres effectifs du bilan du Crédit Suisse. Cet exercice s'est déroulé dans la plus grande confidentialité. À ce propos, on peut souligner qu'il est remarquable qu'il n'y ait eu aucune fuite. Les conséquences auraient été dramatiques si on avait appris que la FINMA et d'autres répétaient et préparaient cet assainissement financier. Un assainissement est l'un des dispositifs du cadre réglementaire Too Big to Fail. Il a été introduit au niveau international après la crise financière de 2008, afin de stabiliser les banques d'importance systémique en cas de crise. Mais ce n'est pas tout. La commission d'enquête parlementaire a révélé ce que l'on appelle les non-réunions. Le conseiller fédéral Uli Maurer et le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, ont rencontré le président du conseil d'administration du Crédit Suisse, Axel Lehmann, de manière informelle et sans procès-verbal. Ces personnes n'ont pas souhaité s'exprimer dans ce documentaire. Marlène Amstadt a été conviée 3 fois à ces rencontres, mais elle se montre critique à leur égard, selon ses déclarations à la CEP. Ces réunions lui ont été présentées comme n'étant pas inscrites à l'ordre du jour, ne faisant pas l'objet d'un procès-verbal et n'ayant jamais eu lieu. Elle a mentionné que les échanges avec les autorités étaient soumis à des règles et considéré que l'absence de traces écrites posait un problème. C'était déjà le cas alors que je n'étais pas encore au département des finances à l'automne 2022, quand mon prédécesseur est arrivé au Conseil fédéral et qu'il a évoqué les problèmes de liquidité et de sortie de capitaux. À ce moment-là, tous les membres du Conseil fédéral ont compris qu'il y avait des problèmes.
Mais ensuite, on a dit que les choses s'étaient calmées, qu'elles s'étaient stabilisées et que la banque allait pouvoir s'en sortir par ses propres moyens. Fin octobre 2022, le moment est enfin venu pour le Crédit Suisse de communiquer. Eine neue Strategie, deren Eckpunkte Umbau des Investmentbanking, zusätzliches Eigenkapital, aber auch ein massiver Stellenabbau. Was wir heute machen, ist nicht einfach noch mal etwas reorganisieren, sondern wirklich fundamental die Weichen für die Zukunft stellen, so dass wir eine viel bessere Balance haben. Wie Sie sagen, es ist ein großer Tag und wir freuen uns. Es ist auch ein großer Tag für alle unsere Mitarbeitenden. Wir zeigen heute, was die neue Credit Suisse ausmacht. Es wird eine einfachere, stabilere und fokussiertere Bank sein in Zukunft. Tobias Straumann est historien de l'économie et professeur à l'université de Zurich. Ses recherches portent sur l'histoire de l'argent et de la finance en mettant l'accent sur les crises financières. La nouvelle stratégie est arrivée beaucoup trop tard. S'ajoute à cela qu'elle était beaucoup trop compliquée et on ne l'a pas comprise. Il suffit de regarder le cours de l'action après l'annonce de cette nouvelle stratégie. Il a chuté de 18%. Dans les coulisses, les non-réunions entre Uli Maurer, Thomas Jordan et Axel Lehmann se poursuivent. Selon la présidente de la FINMA, l'absence de caractère contraignant de ces non-réunions a eu pour conséquence que le président du conseil d'administration du CS s'est plutôt senti conforté dans son estimation irréaliste. La CEP critique, en revanche, c'est le fait que le résultat de ces rencontres n'ait pas été à la fois protocolé, ça c'est une chose, mais qui n'ait pas été, si vous voulez, les informations n'aient pas été transmises aux autorités qui travaillaient en même temps sur des solutions pour les crises. Selon la CEP, Uli Maurer n'a donné qu'une information orale à ses collègues sur la situation du Crédit Suisse par crainte de fuite. Dans ses déclarations publiques, il s'est montré rassurant. Ich bin der Meinung, dass CS die Kurve wird schaffen und für die Schweiz ist es ganz wichtig, dass wir zwei grosse Banken haben für den Schweizer Finanzplatz. Und wenn sie es nicht schafft, eben die Kurve zu nähen, können Sie sich vorstellen, dass es eine zweite Rettung von einer Grossbank gibt? Das ist im Moment keine Perspektive und kein Diskussionsgrund. Nein, die CS hat jetzt Massnahmen gemacht, um das Problem selber zu lösen. Man muss es jetzt einfach ein Jahr, zwei in Ruhe lassen. Les non-réunions ont continué. La dernière a eu lieu le 29 décembre 2022. Et puis bien sûr, la situation a empiré à la fin de l'année, au moment de l'apparition du problème des liquidités. À ce moment-là, il aurait fallu dire « là, il faut agir de manière déterminée ». Je sais que certains représentants du Conseil fédéral ont dit « on ne peut pas intervenir dans les affaires d'une banque. Il faut laisser faire ses dirigeants, ils savent ce qu'ils font, tout ira bien ». En l'occurrence, il faut se demander si on n'a pas été trop gentil. Il aurait fallu mener des discussions serrées en les mettant au pied du mur, en leur disant que ça impliquait le pays et que ça ne concernait donc pas uniquement cette banque. J'aurais souhaité un peu plus de courage. Uli Maurer s'est également montré laconique dans les informations transmises à sa successeur au département des Finances. Hoi, Uli. Gibt es einen offiziellen Akt, wenn so viele Kameras? Ja. Sehr rostig, aber vielleicht kannst du mal... Danke vielmals, Uli. Nötli hört man nicht. Nein, das ist also... Selon la conseillère fédérale Karine Keller-Souter, elle n'a reçu aucun document écrit concernant le CS. Le chef du DFF de l'époque aurait qualifié la situation du CS de stable. Le rapport révèle que la conseillère fédérale Keller-Souter a voulu rencontrer la présidente de la FINMA immédiatement après la répartition des départements du 8 décembre 2022. Le conseiller fédéral Maurer a toutefois refusé une rencontre entre elle et la présidente du conseil d'administration de la FINMA. Les répercussions sont dévastatrices. À ce moment-là, Karine Keller-Souter n'est donc pas au courant de ce qui se trame dans les coulisses. Nous indiquons, c'est que de toute manière, à notre sens, le Conseil fédéral, comme collège, aurait dû être informé de la situation grave dans laquelle se trouvait le Crédit Suisse à ce moment-là. Et il nous est apparu qu'il y avait là vraiment
un manque d'information qui a péjoré la situation. Nous l'avons dit, c'est la banque elle-même qui est responsable de sa situation. Mais il s'agit aussi d'améliorer, à notre sens, la coordination et l'échange d'informations et la collaboration entre le département fédéral des finances et la SNB et la FINMA. Ils travaillent sur la base d'un MOU qui demande à notre avis un réexamen de la situation. La nouvelle ministre des Finances souhaite rencontrer le directeur du Crédit Suisse, mais cela n'a pas lieu. C'est par hasard que Karine Keller-Sutter et Axel Lehmann se rencontrent en marge d'une conférence. Je lui ai demandé comment se portait le Crédit Suisse et comment il envisageait le rôle que l'État, la Banque nationale ou qui que ce soit d'autre devait jouer. Il m'a répondu que le Crédit Suisse allait bien et qu'il n'avait pas besoin du soutien de l'État. Par la suite, il n'y a pas eu de rencontre parce qu'il n'a manifestement pas été possible au PDG et au président du conseil d'administration du Crédit Suisse de l'époque de trouver un créneau horaire qui leur permette de venir me voir. Le contact suivant n'a lieu que 2 mois plus tard, 4 jours avant le crash. Début mars 2023, les banques américaines partent à la dérive. De très nombreux clients de la Silicon Valley Bank retirent leur argent. Le 13 mars, la banque s'effondre. Depuis un certain temps, un climat d'incertitude a aussi gagné l'Europe. En Suisse, la panique s'étend au Crédit Suisse. Vous attendez des mesures. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Que vont faire les autorités et la Confédération? Qu'est-ce qu'on va faire en tant que banque? Qu'est-ce que le conseil d'administration nous dit? On n'a tout simplement pas reçu d'informations. Il ne s'est plus passé grand-chose à ce sujet qui aurait permis qu'on se dise on passe au plan B ou au plan C. Die Aktie der Schweizer Großbank Credit Suisse befand sich heute im freien Fall. Le 15 mars 2023, le président de la Saudi National Bank, principal actionnaire du Crédit Suisse, exclut catégoriquement tout nouvel investissement dans la banque. Die Antwort ist klar nein. Les autorités se montrent rassurantes. Le Crédit Suisse remplit les exigences en matière de capital et de liquidité imposées aux banques d'importance systémique. Malheureusement, lorsque la Banque nationale et la FINMA ont dit que les liquidités et le capital étaient conformes, ce qui était probablement vrai, je ne vais pas remettre ça en question, les marchés financiers n'y ont plus cru. En arrière-plan, la FINMA, la BNS et le département des finances font pression, mais la gravité de la situation ne semble toujours pas claire pour le Crédit Suisse, selon le rapport de la CEP. Les représentants de la banque auraient fait preuve d'un manque manifeste de discernement. Les autorités auraient donc clairement communiqué au CS que la solution envisagée était de vendre la banque à l'UBS et que le CS devait prendre des dispositions en conséquence. Quand la déferlante suivante est arrivée, quand les clients ont retiré de grandes quantités de liquidités, ce n'était plus qu'une question d'heures. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Le 19 mars 2023, l'UBS reprend le Crédit Suisse. Der Bundesrat bedauert auch, dass die Bank, die einst ein Vorzeigeinstitut der Schweiz und Teil unseres starken Standorts war, überhaupt in diese Situation kommen konnte. Let me close by thanking all parties involved for the incredibly hard work and excellent collaboration over the past days. At the same time, I would like to extend a very warm welcome to all our new clients and colleagues across the world. Était-ce la solution? À ce jour, il n'y a pas d'unanimité à ce sujet. C'était simplement la solution qui, dans le contexte dans lequel on se trouvait, était la meilleure parmi toutes les mauvaises solutions. Nous étions tous conscients que cette situation aurait pu ébranler notre économie, qu'elle aurait pu entraîner de gros préjudices pour les citoyennes et les citoyens et qu'elle aurait également pu déclencher une crise financière internationale. À partir du moment où on a disposé d'une autre solution, il était du devoir des autorités de prendre la solution la plus à même de stabiliser cette situation. Nous avons toujours dit qu'une entente entre l'UBS et le Crédit Suisse constituait la variante qui présentait le moins de risques.
Dans le cas où elle ne se serait pas entendue, nous, en tant qu'autorité de surveillance, aurions été prêts à un assainissement et à prendre les mesures nécessaires. L'assainissement aurait été une des options. Arthur Albrecht aurait souhaité une autre variante too big to fail, d'autant plus que la Suisse s'était préparée à ces deux éventualités après le sauvetage de l'UBS. On aurait pu sauver la banque. On aurait pu dire, voilà, on va faire ce qu'on avait prévu de faire. On fait un Crédit Suisse suisse. Un point, c'est tout. On se sépare de toute la partie étrangère. C'était une option qui avait été prévue. Dans ce cas, les choses auraient fonctionné. En matière de solution too big to fail, il y a deux options. L'assainissement, qui permet que les affaires internationales continuent d'exister, ou bien il y a la faillite. Le grand paquebot international Crédit Suisse coule et seul le bateau, ou la chaloupe suisse, reste à flot. Seules les activités suisses survivent. Ces deux options, l'assainissement et la faillite, se trouvent dans le cadre du too big to fail. Je comprends qu'on n'ait pas appliqué la réglementation too big to fail, parce que personne ne l'a jamais essayé. Il est possible que le premier État qui aurait recours à cette solution se rende compte qu'elle ne fonctionne pas. C'est un privilège absolu et une situation unique qu'une banque suisse, l'UBS, ait été en mesure, par sa taille, son professionnalisme et son expérience, de s'engager et de sauver le Crédit Suisse. Évidemment, c'est difficile que ce soit votre concurrent principal, contre lequel vous vous êtes battu pendant des années, qui soit chargé de vous sauver. Ce n'est pas très glorieux. Bien entendu, pour le marché, ce n'est pas bon, et c'est déplorable de perdre un joueur très important parce que ça rend la concurrence unidimensionnelle. À mon avis, il aurait fallu conserver le Crédit Suisse. J'entends beaucoup de plaintes de la part de l'économie suisse. J'entends dire que la disponibilité des crédits n'est plus aussi bonne. Et bien sûr que la fixation des prix a changé. De mon point de vue, une option judicieuse aurait été que l'État soutienne le Crédit Suisse pendant un certain temps, avant de revendre sa part à un moment donné. Tobias Straumann partage ce point de vue. Mais le terme de nationalisation provoque chez beaucoup un malaise, voire un sentiment de panique. Bon nombre de personnes sont encore d'avis que le Conseil fédéral aurait dû diriger la banque. C'est totalement faux. La situation ne nécessitait pas une nationalisation totale, ni une surveillance étatique. Il fallait simplement procéder à une nationalisation partielle, comme en 2008 pour l'UBS. La Confédération avait alors participé au moyen d'un emprunt convertible. Je ne sais pas si ceux qui se disent en faveur d'une nationalisation du Crédit Suisse s'imaginent ce que cela implique. On ne parle pas d'une banque régionale, mais d'une banque d'importance systémique, active au niveau mondial, qui avait des investissements internationaux dans des dizaines de pays. Si l'État avait repris la banque, en voyant aujourd'hui les procès que l'UBS doit mener à la place du Crédit Suisse, avec les risques juridiques, les risques financiers que l'État aurait dû prendre en charge, ça aurait été la pire des solutions. Pour comprendre la débâcle du Crédit Suisse, il faut chercher dans le passé. En quoi le Crédit Suisse a-t-il échoué ? En voulant se mesurer au plus grand, il a pris des risques qui n'étaient plus supportables, en raison de la structure et de la qualité des revenus de la banque. Le Crédit Suisse a existé pendant 167 ans. Depuis sa fondation, cette banque d'entrepreneurs n'a jamais eu peur de prendre des risques. Mir ist die Schweiz immer zu klein gewesen. Darum haben wir einen grossen Teil von unserem Geschäft im Ausland. En 1988, le Crédit Suisse, sous la direction de Rainer Guth, acquiert la banque d'investissement américaine First Boston. Le problème commence ici. Il ne sera jamais possible de réunir ces deux banques pour n'en former qu'une seule. Je me souviens très bien, M. Guth nous a dit « Vous dirigez le Crédit Suisse et la First Boston, c'est mon affaire ». On ne l'a jamais vraiment intégré.
Et on l'a toujours laissé vivre sa propre vie. Les banques d'investissement, contrairement aux banques commerciales qui reçoivent les dépôts de leurs clients, gagnent de l'argent grâce aux introductions en bourse, aux fusions ou aux opérations sur titres. Des opérations hautement spéculatives génèrent des bénéfices énormes ou des pertes gigantesques. Ici, les actionnaires de fortune suisses, là-bas, les banquiers d'investissement anglo-saxons. Adam Gishen a travaillé 5 ans au Crédit Suisse sous la direction du PDG Tidjane Thiam, en tant que conseiller personnel et responsable des relations avec les grands clients et les médias. C'est une activité complètement différente. Ce n'est pas qu'il méprisait la gestion de fortune. C'était plutôt, vous vous occupez de clients fortunés. Nous, on négocie avec de grands fonds spéculatifs et des gestionnaires de fonds à Wall Street. Il ne semblait pas y avoir de synergie entre ces deux activités. Ensuite est arrivée toute la culture des bonus. Bien sûr qu'au moment où la culture des bonus a pris une place importante dans la banque d'investissement, les autres secteurs ont voulu en bénéficier aussi, en disant qu'il n'était pas juste que seuls certains gagnent autant. En 1996, Joseph Ackermann quitte le Crédit Suisse parce que Rainer Guth confie les affaires internationales aux banquiers d'affaires. En fait, j'aurais dû diriger la banque d'investissement. Mais ça me mettait mal à l'aise. J'ai prévenu qu'on prenait une mauvaise direction. Et ça s'est avéré. Le PDG suivant, Lukas Müllemann, ancien conseiller chez McKinsey, étoffe lui aussi la banque d'investissement. En 2000, le Crédit Suisse achète la maison de courtage Donaldson, Lufkin & Jenrette, devenant ainsi la 3e plus grande banque d'investissement de Wall Street. Die Gründe sind einerseits, dass wir damit unsere Position im Investmentbanking verstärken. Cette acquisition, beaucoup trop chère, est l'un des fardeaux hérités du passé qui pèsera sur le Crédit Suisse jusqu'à sa fin. En 2007, l'Américain Brady Dougan est nommé PDG du Crédit Suisse. Avec lui, c'est un banquier d'affaires qui prend les commandes et c'est sous sa direction que les excès salariaux commencent vraiment. En 2009, il perçoit un salaire de 20 millions de francs. Pendant la crise financière, l'UBS, sa concurrente, est prise dans la tourmente à cause de sa banque d'investissement. En octobre 2008, elle doit être sauvée avec l'aide de l'État parce qu'elle est too big to fail, trop grande pour faire faillite. Mit ihrer maßlosen Gier haben die Investmentbanker die Weltwirtschaft nahezu an den Abgrund gebracht. Si à l'époque l'UBS n'avait pas été stabilisé ou sauvé grâce à l'aide de l'État, le Crédit Suisse aurait également été touché. De façon indirecte, il a donc grandement profité de l'aide de l'État. Ce sauvetage a en effet constitué un événement crucial en 2008, parce que le Crédit Suisse n'a pas eu le sentiment qu'il lui fallait changer fondamentalement de stratégie, alors qu'à partir de ce moment-là, l'UBS a pris nettement moins de risques. En 2011, Urs Rohner devient président du conseil d'administration. Réduire la banque d'investissement comme l'UBS n'est pas à l'ordre du jour. Verstehen müssen die Bankrisiken, das kann man lernen und da habe ich sehr viel Zeit darauf verwendet in den letzten 7 Jahren. Brady Dougan peut continuer à gérer ses affaires sans être dérangé. Sous sa direction et celle du président du conseil d'administration Urs Rohner, le Crédit Suisse se démarque par des scandales, des bénéfices en baisse et des coûts élevés. En 2015, Brady Dougan se retire. En 8 ans, il a gagné 160 millions de francs. Son successeur, Tidjane Thiam, vient du domaine des assurances. C'est seulement à ce moment-là que le Crédit Suisse décide de réduire ses activités de banque d'investissement à haut risque. Sa stratégie a consisté à tout alléger, à regrouper la gestion de fortune et la banque d'investissement et à gagner moins avec le négoce, la vente et le trading. Ce n'est évidemment pas une bonne affaire de transférer ses ressources vers la gestion de fortune. Il y a eu de très grosses pertes sur des positions dont il ignorait tout. Des positions dont personne n'avait connaissance et sur lesquelles on prenait trop de risques. Oh, désolé, on vient de perdre $1 milliard. C'est arrivé de très nombreuses fois au Crédit Suisse. Et bien sûr, les investisseurs, les créanciers, les déposants ont perdu patience.
Sous Tidjane Thiam, les scandales continuent. Certes, il sort la banque des chiffres rouges. Mais en 2020, il doit démissionner en raison d'une affaire de surveillance. Il est accusé d'avoir fait espionner un cadre de la banque après le départ de celui-ci. Au cours de ses 5 années au Crédit Suisse, Tidjane Thiam a touché 60 millions de francs. Un nouveau PDG est nommé, Thomas Gottstein. Les scandales continuent. En mars 2021, le fonds spéculatif Archegos de Bill Hwang s'effondre. Le Crédit Suisse enregistre une perte de plus de 5 milliards de dollars. Quelques semaines plus tard, le fonds de la chaîne d'approvisionnement Greensill fait faillite. Le Crédit Suisse doit geler 10 milliards de dollars. Pour moi, le coup de grâce est venu d'Archegos. On ne peut pas perdre 6 milliards de francs suisses et continuer à faire du business as usual. À la rigueur, si vous êtes JP Morgan, mais pas le Crédit Suisse. Urs Rohner se retire lors de l'Assemblée générale 2021. Wir haben unsere Kundinnen und Kunden, aber auch unsere Aktionärinnen und Aktionäre enttäuscht. Und dies leider nicht zum ersten Mal. Dafür entschuldige ich mich. Lorsqu'il était président du conseil d'administration, Urs Rohner a encaissé plus de 50 millions de francs. Il ne souhaite pas s'exprimer dans ce documentaire. Il y a 2 ans, la SRF a demandé à Urs Rohner s'il rembourserait son indemnité. Il n'a pas répondu. Actuellement, ici et maintenant en Suisse, la législation est telle que seul le Conseil fédéral a la capacité de limiter les bonus uniquement pour les banques d'importance systémique et seulement si l'aide de l'État a été utilisée. Nous voudrions changer cela, principalement pour les banques d'importance systémique et pour le cas où une telle banque ferait des pertes. Dans ce cas, nous pensons qu'il serait approprié que l'autorité de surveillance puisse intervenir dans le système des bonus, et de même en parallèle sur les dividendes. La FINMA a-t-elle épuisé toutes les possibilités qui s'offraient à elle? Pourquoi n'est-elle pas intervenue auprès du Crédit Suisse avec des interdictions professionnelles? Dans l'affaire du Crédit Suisse, la FINMA a fait valoir qu'elle n'avait pas assez de compétences. Mais en fait, elle disposait d'une compétence relativement forte. En effet, elle a le pouvoir de retirer ce qu'on appelle la garantie d'une activité irréprochable aux personnes concernées. C'est une menace extrêmement forte et la FINMA n'en a pas fait usage. La FINMA a mené 8 procédures d'enforcement contre des collaborateurs. À l'issue de 3 cas clos à ce jour, elle n'a retiré la garantie d'une activité irréprochable à aucune personne travaillant pour le CS et elle n'a prononcé aucune interdiction d'exercer. On ne comprend pas pourquoi cela n'a jamais été fait, ni même une procédure ouverte. Dans le cadre légal actuel, il est très difficile de prononcer un retrait de la garantie d'une activité irréprochable. Pour cela, il faut être en mesure de prouver l'existence d'un lien direct et causal entre une personne et une violation du droit de la surveillance. C'est une condition très difficile à remplir. Il est plus facile d'apporter cette preuve causale directe dans un régime concernant les cadres supérieurs. Le Conseil fédéral a demandé que les bonus puissent être récupérés. C'est ce qu'on appelle les clawbacks. Quand on sait qui prend quelle décision et qui en est responsable, il est possible de demander le remboursement des bonus. Le total du bilan de l'UBS s'élève à environ 1 500 milliards de francs, soit presque le double du produit intérieur brut de la Suisse. Aucun pays ne possède une banque de cette taille par rapport à son économie nationale. La crainte existe que si l'UBS devait être sauvée, elle entraînerait la Suisse dans sa chute. J'espère que cette question ne se posera jamais. C'est pourquoi il faut tout faire pour que l'UBS ne soit jamais confrontée à cette difficulté. Arthur Albrecht est désormais actionnaire de l'UBS, mais il n'en est pas heureux. Et si l'UBS devait rencontrer un problème, qu'est-ce qui se passerait? L'État ne pourrait plus la soutenir en aucun cas, car il n'en aurait pas les moyens. Qu'est-ce qu'on ferait alors? À votre avis? Il y aura une crise économique, tout simplement. Et pas seulement en Suisse, parce que l'UBS est un peu partout. Il y aurait une crise énorme.
Vous le craignez? Oui. J'avoue que oui. Oui, je comprends en partie cette crainte et cette problématique. Mais cette thématique est utilisée à des fins de propagande de la part de personnes qui veulent simplement atteindre des objectifs idéologiques. Le fait est que l'UBS ne veut pas être sauvée. Aujourd'hui, l'UBS, grâce à la force de son capital et à son modèle d'affaires, pourrait être liquidée sans que ça entraîne de préjudice pour les contribuables et la Suisse. La question de la sécurité de l'UBS est centrale. Concrètement, combien de fonds propres doit-elle détenir? Cette question suscite des controverses. C'est la seule grande banque en Suisse. Elle est surtout active dans le domaine des placements, un secteur où le capital est un enjeu de confiance déterminant. De plus, elle fait partie intégrante de l'économie nationale. En cas de faillite, la Suisse en souffrirait énormément. Voilà pourquoi il faut que tout le monde comprenne qu'il est nécessaire d'augmenter un peu son capital. Une banque d'importance systémique devrait posséder des fonds propres à une hauteur telle que le risque que la Confédération doive l'aider soit pratiquement nul. Ça signifie qu'elle devrait avoir 2 fois plus de fonds propres qu'elle n'en a actuellement. Par rapport au bilan global, on pourrait exiger qu'elle ait 30 ou 40% de fonds propres. Nous sommes très bien capitalisés, avec plus de 14% de fonds propres. Je ne pense pas que nous ayons besoin de plus de capital. La qualité du capital est bien plus importante que d'en avoir davantage. Le régime de capital actuellement en vigueur en Suisse est déjà le plus élevé qui soit. Et de fait, avec la réglementation actuelle, l'UBS, après l'acquisition du Crédit Suisse, est déjà la banque au monde qui répond aux exigences de capital minimales les plus élevées. L'UBS défend ses intérêts. Mais en tant que chef du département des finances, j'ai un autre rôle. Je dois veiller à ce qu'en cas de coup dur, les contribuables n'aient pas à payer la facture. Nous sommes confrontés à un énorme dilemme. Nous devons d'abord admettre qu'on ne trouvera pas de réglementation ni d'autorité de surveillance capable d'empêcher une crise financière. Le système mondial est très instable et l'UBS en fait partie. C'est un risque. À mon avis, au-delà de ces questions de réglementation, c'est-à-dire que l'UBS ait un peu plus ou un peu moins de fonds propres, la question fondamentale à laquelle le Conseil fédéral, le Parlement, voire une votation populaire devront répondre est « Acceptons-nous ce risque, oui ou non ?» Le bruit court que si la Suisse fixait des taux de fonds propres beaucoup plus élevés, l'UBS pourrait vouloir transférer son siège à l'étranger. Si la Suisse veut vraiment être une place financière mondiale de premier plan, il lui faut une banque qui joue ce rôle depuis la Suisse. La Suisse a une économie forte, et cette économie implique qu'il y ait une forte demande de crédit et une forte offre d'épargne. Il y aura toujours une banque, ou plusieurs, pour gérer ce marché. C'est une prairie bien fournie, et il y aura toujours assez de concurrents pour y paître. Concernant le risque que l'UBS parte à l'étranger, je dirais que c'est comme dans beaucoup de relations. Une séparation fait mal aux 2 parties, mais parfois, c'est ce qui peut leur arriver de mieux. Quelles leçons l'UBS doit-elle tirer de la crise du Crédit Suisse? L'UBS n'est pas la seule à devoir tirer des leçons. Il faut que l'ensemble du système bancaire et du système financier apprennent et prennent conscience qu'une crise risque toujours de survenir. Il faut que les banques soient conscientes du fait que leurs activités commerciales sont susceptibles de constituer un risque pour les autres. Voilà pourquoi le législateur doit pouvoir intervenir et limiter les risques, non pas par volonté de nuire, mais par responsabilité. Mais chaque crise se présente de manière différente et la suivante aura probablement encore d'autres causes que nous ne pouvons aujourd'hui peut-être même pas encore deviner. Mais il appartient maintenant de prendre en compte
l'ensemble de l'analyse et de le faire de manière précise sans se laisser impressionner par le lobbying possible des banques.